Allez, bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver. Les marchés sont toujours un peu chiants, donc on va en profiter pour rester dans la partie éducative, avancer sur des choses qui peuvent vous permettre d'avancer. On est toujours là encore dans le débat des idées et on fait suite à l'émission d'hier, puisque je voudrais donc clôturer cette série de compréhension des différents modèles que je suis personnellement pour orienter mes choix décisionnels dans ces périodes d'incertitude, toujours dans le même but, je vous rappelle, c'est un but pédagogique. Je ne suis pas là juste pour vous dire je fais comme ça, faites pareil, mais juste vous montrer la démarche à suivre. Il est hyper important dans l'indécision actuelle d'avoir des idées. Bonnes ou mauvaises, ça c'est l'avenir qui triera les bonnes des mauvaises idées, mais surtout appliquez-les avec des gestions du risque. Je le répéterai jamais assez, on ne traite pas une idée, on la met en application avec une gestion du risque. C'est la gestion du risque qui garantit que vous n'êtes pas capable normalement de produire que des mauvaises idées. Ça n'existe pas quelqu'un qui a constamment tort, ni quelqu'un qui a constamment raison. C'est toujours un peu entre les deux, et c'est la gestion du risque qui fait que votre capital alloué à cette gestion du risque sera bien investi, parce que vous ne pouvez pas faire que des mauvaises idées. Vous allez forcément en réussir certaines, vous allez forcément en chier certaines aussi, mais avoir des idées, c'est important, surtout en ces temps troublés où on a du mal à percevoir la valeur et surtout où les prix sont très volatiles. Autrement dit, vous pouvez avoir un truc qui n'a aucune valeur, qui décolle d'un coup, prend 20%, et puis si vous vous dites « Ah ça y est, c'est là que ça se passe, j'achète », et bim, vous achetez le sommet ou vous faites dégommer 2 fois plus. Donc vraiment attention, pas de FOMO dans ce truc-là, il vaut mieux avoir des idées, des gestions du risque rationnelles sur les time frames sur lesquels ces idées peuvent être exploitées, et évidemment de laisser derrière le marché faire le job. Vous n'aurez ni raison ni tort tant que la réponse n'a pas été apportée concrètement. Et cette réponse, pour l'instant, elle n'arrive pas. Donc on reste dans le territoire des idées, mais c'est hyper important que vos idées soient les plus rationnelles possibles. Donc je vous explique les miennes d'idées que j'ai développées. Comme d'hab, certaines, vous avez le droit d'être d'accord, pas d'accord, mais c'est surtout pour amener des réflexions sur ces thématiques-là, pour que vous puissiez faire la seule chose qu'on peut faire en ce moment, c'est-à-dire essayer de produire des stratégies en lien avec des idées. Voilà. Maintenant, c'est plus de dire, il faudra attendre derrière de voir ce qui est bon, pas bon. Alors donc, hier, on a parlé de ce truc-là, et aujourd'hui, je pense qu'on va continuer dans cette série. Donc, partant du point d'hier, donc toujours pareil, si vous ne voyez pas de quoi je parle, regardez quand même la vidéo précédente, c'est plutôt ici sous forme d'une série, et je pense qu'on en a pour une petite demi-heure aujourd'hui. Donc, on a identifié différents facteurs hier, enfin différents acteurs sociétaux dans le modèle qui semble être celui qui devrait théoriquement être plus logique que le modèle actuel corrompu qu'on a vu, qui était très bien à l'époque, qui permettait de décentraliser un peu le rôle de l'État via des intermédiaires privés, sauf que le problème, c'est qu'on a aujourd'hui donc ces situations monopolistiques qui grippent complètement le système, avec des intérêts alignés et principalement des intérêts de profit, donc des intérêts économiques non productifs, d'accumulation des richesses et du capital qui deviennent très dangereuses quant à la stabilité donc de ce modèle. Et on devrait donc tendre vers un modèle plus décentralisé, en opposition concrète donc avec ces situations monopolistiques qu'il faudra donc faire tomber. Autrement dit, les gigacaps multinationales, etc. vont probablement s'en prendre une au passage. Mais surtout, si je voulais parler de ça aujourd'hui, c'est donc avancer un petit peu. Hier, on a identifié les différents besoins que pourraient avoir les différents... Enfin, on a essayé d'identifier les différents acteurs du monde de demain pour essayer donc de voir vers quel type d'offres ils vont se positionner. Puisque ce qu'on fait aujourd'hui, c'est préparer la transition de ce modèle. Donc ça, c'est la première des choses vers laquelle je voulais parler en plus en détail parce que certains sont revenus dessus hier en privé et je pense que c'est un point important. Donc comprendre qu'il s'agit d'une transition de modèle. Dans l'imaginaire collectif, le principal problème, c'est que la transition d'un modèle, en général, c'est perçu comme étant comme ça. C'est-à-dire 0-1. On passe d'un état 1 à un état 2. Tout comme je vous dis que dans le marché, c'est complètement débile. C'est pas comme ça qu'on fait. On a une tendance donc, qui se met en place et on a des structures spéculatives. En fait, tout comme le marché a ses propres règles pour passer d'un état A à un état B, enfin d'une zone de prix A à une zone de prix B, en fait, les modèles... on va dire, les autres modèles, en dehors du modèle financier et spéculatif, ont différents types de transition. Donc, ça, c'est l'imaginaire. Ça ne se passe pas comme ça. D'ailleurs, c'est ce qu'on appelle les états transitoires. Donc, on va faire un cours rapide de l'état transitoire, parce que là encore, ça mériterait 1 heure dessus, mais bon, je ne vais pas non plus vous bourrer les neurones. Donc, il y a 2 principaux modèles de transition. Il y a le modèle de transition par la rupture, c'est-à-dire qu'on ne connaît pas le point de déclenchement ici, parce qu'il est généralement déclenché par un facteur extérieur qui vient bouleverser l'état de stabilité du système. Alors, encore une fois, un système n'est jamais parfaitement stable, mais disons qu'on part de très légères oscillations et que d'un coup, un choc brutal vient déclencher un changement d'état. De ce changement d'état, encore une fois, on n'est pas sur quelque chose de vertigineux,
verticale, puisqu'on ne sait pas où on va, donc on avance vers un état instable, et généralement se produit une phase d'oscillation avant la normalisation vers un nouvel état de stabilité. Ok ? Entre guillemets, c'est à ça que ressemble le changement d'un état stable quand il est bouleversé par un facteur extérieur. Donc ici, on est sur quelque chose de littéralement imprévisible. Bref, on se prend une baffe dans la gueule, la tête se déplace et va vers un nouvel endroit. C'est un peu ça le modèle. Donc ça, c'est ce qu'on appelle une transition via le bruit et via la génération d'un bruit extérieur. C'est-à-dire qu'un bruit extérieur vient foutre la merde et généralement, ça génère beaucoup donc de bruit derrière avant de restabiliser sur la nouvelle chose. Là, c'est vraiment la transition, on a dit, baffe dans la gueule. La deuxième option, celle qui est généralement la plus commune, c'est la transition où effectivement on voit les limites du modèle précédent, c'est-à-dire que les tensions commencent à arriver sur le modèle précédent, ce qui force l'écosystème à développer des solutions. Donc là, on n'est pas du tout dans un facteur externe qui vient mettre une baffe dans ta gueule, on est tout simplement dans le système d'état précédent commence à devenir instable dans le sens où on commence à percevoir la capacité de se déplacer. Donc encore une fois, dans la réalité, la linéarité n'existe pas, on est sur des petites oscillations. Alors, on serait vraiment donc sur un modèle qui fait un truc comme ça. Okay, et là, on commence à voir que l'instabilité du système grandit et qu'on se dirige donc vers un changement de modèle, un changement d'état. Okay, et donc, bien en général, ce qui se passe, c'est cette fameuse accélération de parabole. Et évidemment, derrière, on atteint donc une limite de croissance de ce nouveau modèle. On obtient une forme de réduction logarithmique. Okay, et ça, c'est la fonction très connue, d'accord, exponentielle puis log, très utilisée, ce qu'on appelle Metcalfe's law. C'est l'état transitoire principal des phases d'évolution qui se passent donc d'état stable à état stable par cette phase de transition qui n'est donc absolument pas 0-1 binaire, d'accord, mais une phase donc de croissance exponentielle, enfin de bouleversement exponentiel, puis on atteint une phase de plafond qui est donc une forme de réduction logarithmique avant d'obtenir un nouvel état stable. Donc de comprendre qu'entre le modèle précédent qu'on a vu hier, qui est donc aujourd'hui en phase d'instabilité, parce qu'il atteint ses propres limites, on devrait transitionner vers quelque chose qui devrait ressembler plus ou moins à ce qu'on a sous les yeux ici, et on est donc aujourd'hui quelque part entre la phase de transition. Donc on produit probablement les technologies et les techniques qui vont permettre demain d'utiliser ce modèle décentralisé. Clairement, les blockchains sont toutes désignées comme étant ces technologies qui viendront permettre la transition. Donc, comme on l'a dit, ce qui est important, c'est de comprendre et d'identifier les différents acteurs potentiels de ce modèle. C'est un modèle, encore une fois, peut-être que ce ne sera pas comme ça, ou voilà, mais le but, c'est d'essayer d'être le plus proche possible d'eux. Pas d'avoir parfaitement synthétisé le bordel, mais d'essayer de taper pas trop loin. Déjà, c'est pas mal. Donc, les principaux acteurs, c'est ce qu'on a essayé d'identifier l'autre jour. On a essayé d'identifier donc leurs principales demandes pour essayer de voir quel type d'offre actuelle pourrait coller le plus possible à cette demande. Donc, dans notre analyse hier, on a donc vu que les small et mid caps, ce qu'elles avaient comme type de demande, c'est probablement soit un modèle de gouvernance, c'est-à-dire qu'ils veulent maintenir une gouvernance très propre de leur société, enfin de leur entreprise ou de leur association d'individus. Dans ce cas-là, à mon avis, ils tendront vers la forme la plus pure de gouvernance, l'écosystème Cosmos. Mais c'est de comprendre encore une fois que les acteurs économiques ont des besoins très larges, et c'est ce qu'on avait dit. Je pense qu'il y aura aussi un besoin économique très simple, qui sera de dire je veux simplement donc programmer de la monnaie et je veux le faire le moins cher possible. Donc ici, j'irai plutôt sur un modèle de smart contract, c'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin d'avoir ma propre gouvernance, donc je ne vais pas me faire chier à déployer ma propre blockchain, je peux juste utiliser une blockchain existante, sécurisée, etc. Bref, produire des blocs, c'est pas mon business, je veux juste déployer un smart contract pour réaliser des actions relativement faciles. Donc je pense qu'il y aura beaucoup de sociétés qui iront sur ce modèle-là. Le modèle, donc, tout simplement, soit d'une forte sécurité, si on a beaucoup de capitaux à gérer, soit tout simplement vers le modèle le plus cheap, c'est-à-dire une sélection par le modèle économique. Bref, celui qui propose la solution la moins chère, on ira chez lui. Celui qui propose la solution la meilleure en termes de gouvernance, pour maintenir donc la gouvernance de mon projet, ça on l'a dit, c'est probablement vers l'univers Cosmos pour l'instant. L'aspect, on avait vu, plutôt associatif et ONG, aura très clairement, à mon avis, un très large besoin au niveau de la gouvernance, ne serait-ce que par les nécessités de transparence de ces modèles. Donc, à mon avis, il y aura une très large majorité du choix qui se fera envers la gouvernance. Donc, on l'a dit ici, très probablement une très forte demande pour l'écosystème Cosmos. On l'a dit derrière, pour l'environnement corporatiste, où là, on parle plutôt donc de gros sous, etc. À mon avis, ici, on tendra plus vers des blockchains qui cherchent principalement la sécurité, quitte à ce que ce soit effectivement au détriment d'un coût légèrement supérieur.
Donc ce qu'on avait dit hier pour synthétiser un peu, c'est que très probablement ici se trouvera le meilleur value accrual, c'est-à-dire qu'on aura des gens qui seront prêts à payer pour le service de production de ces blocs, etc. Donc le principal problème, c'est évidemment que ces gens-là n'auront pas nécessairement la demande de sécurité via du smart contract. C'est de comprendre qu'ici, on peut avoir effectivement certaines sociétés qui, pour des raisons particulières, peuvent nécessiter un besoin donc de gouvernance totale. Dans ce cas-là, attention, ça risque évidemment de constituer sa propre blockchain. Ok, donc on garde aussi ici le schéma où attention au modèle de gouvernance, mais évidemment on peut avoir ici des intérêts convergents. Et là on pourrait aller effectivement vers le système donc de subnet AVAX avec un gros subnet sécurisé pour des intérêts convergents. Par exemple, j'envisage comme ça sous une forme d'indice sectoriel. C'est de dire par exemple, on peut définir un subnet des valeurs minières ou un truc comme ça qui ont donc des intérêts convergents, en tout cas des besoins convergents qui pourraient dans ce cas-là déployer des smart contracts via leur propre subnet entre guillemets. Bon, c'est un peu sous cette forme-là que j'envisage le truc éventuellement, mais donc cet aspect dont on a vu hier. Donc on a parlé aussi très rapidement et très succinctement des acteurs sociétaux que j'ai eu beaucoup de mal à cerner pour l'instant, mais j'envisage plutôt ça, on va dire, sous la forme de services publics. Donc je ne sais pas si c'est vraiment ça qu'ils ont compris ça, mais en tout cas c'est sous cette forme-là que je l'ai compris. Donc le service public, à mon avis, évidemment, très 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 clairement, devrait aller soit sur des blockchains permissionnées relatives à l'instance étatique, d'accord, puisque très probablement dans ce cas-là le lien avec l'État sera assez clair. Si c'est vraiment ça, mais vous voyez, comme j'ai pas vu de lien entre ces deux-là sur ce graphique, je me pose la question de ma compréhension de ce truc-là. Bon, donc pour l'instant, on va dire ça, je le mets entre parenthèses, dans le sens où je ne suis pas encore trop sûr d'avoir bien pigé ce que c'est. Là, on fera une émission là-dessus, mais ça a déjà été plus ou moins traité, c'est-à-dire que pour moi, tout ce qui est traitement de la donnée, ce sera principalement allié à l'écosystème, pour l'instant, entièrement dominé par Chainlink, où il me semble que Chainlink a cette interaction assez intéressante entre la collection et le broking de données, le brokerage de données. Donc, avoir effectivement sous cette forme-là, j'ai du mal toujours à comprendre à quoi sert le data generator ici. Donc, j'attends d'avoir une bonne compréhension pour essayer de vous la partager. Donc là, à mon avis, pour l'instant, c'est plutôt du Chainlink, mais le principal problème, encore, c'est de comprendre que moi, quand j'ai une situation monopolistique, même si on parle de système décentralisé, ok, ça reste que je vais avoir du mal à imaginer que Chainlink tout seul gère tout ce bordel, même si Chainlink ne veut rien dire, encore une fois. Il y a des centaines de producteurs de données à l'intérieur, c'est un réseau Chainlink. Mais j'aimerais un peu de compétition. Donc disons que pour l'instant, les oracles, c'est un énorme business model pour demain, il faut bien le comprendre. Donc c'est pas pour rien que j'ai surpondéré Chainlink pour l'instant dans mon portefeuille. Problème, c'est que j'ai pas de validation de prix. Donc encore une fois, j'ai beau avoir des idées, pour l'instant, je ne vois toujours pas les rebonds sur Chainlink. Je ne vois pas la compétition non plus. Donc soit c'est que je cherche pas correctement, etc. Mais bon, bref. Normalement, donc d'un point de vue Oracle, il devrait y avoir quelque chose à faire ici et il faut surveiller de très près l'évolution dans ce domaine-là. Mais l'émission d'aujourd'hui, c'est pas ça. C'est juste de dire, bon ben voilà, là on a traité tout le monde, ok, c'est cool, bon le rôle de l'État, il est encore très difficile à définir, mais on s'en fout, enfin on s'en fout. En tout cas, les blockchains d'État, si on en a, c'est pas vraiment quelque chose qui nous intéressera nous, mais il y a un truc qu'on a oublié. Donc, tout ça, on a traité, ce sont donc des acteurs économiques, il y aura beaucoup d'activités économiques ici, différents besoins, le traitement de la donnée de façon décentralisée, il y aura énormément de monnaie à faire ici, enfin énormément de thunes à faire ici, mais ça, là, est-ce que c'est pas hyper important, ça, quand même ? Parce que je me posais la question ce matin, et surtout, je commence à avoir des premiers retours positifs en ce sens, et je me dis, aïe, là, il y a quelque chose, et il ne faudra pas le rater si ça part. Donc, c'est clairement quelque chose que je veux surveiller. Alors, j'avais déjà ces idées au fond de ma tête depuis un moment, mais j'ai vu ce matin donc, des premiers niveaux, des premières informations qui tendraient à valider cette hypothèse. Donc, je pense qu'il est donc temps de vous en faire profiter. On a vu donc dans l'évolution des différentes technologies, le premier truc qu'on a fait, c'est donc on a créé des réseaux génériques. Un premier réseau générique donc de répartition de la valeur, enfin d'ancrage de la valeur, Bitcoin, puis un premier réseau qui permettait de programmer le transfert de valeur sur son unité de compte Ethereum. Okay. Derrière, on a vu donc problème de scalabilité, beaucoup trop de succès, donc plein d'autres solutions, à mon avis, peu durables. Enfin, il y a trop de monde, donc il y a trop de compétition, il va falloir maintenant entrer en phase de recentrage, probablement vers les essentiels, trop de layer 1, on l'a dit. Mais bref,
Donc, petit à petit, maintenant que l'offre va se structurer, la demande devrait finir par arriver. Donc, je pense qu'on va arriver bientôt dans la phase de croissance organique de ces layers 1, et c'est évidemment donc ces demandes réelles qui vont orienter les flux de capitaux à se concentrer via des effets de réseau. Donc, on verra ici, vous connaissez mes préférés, vous choisissez les vôtres, bien entendu. Mais ne pas oublier donc que derrière, on a connu une autre révolution, le NFT, c'est-à-dire une technologie qui permet une identification infalsifiable d'un actif numérique, quel qu'il soit. Donc, on a maintenant de la rareté identifiée numérique, non-fungible, rien à voir avec la rareté fungible qu'avait Bitcoin. Donc là, on est sur une identité propre, évidemment, tout comme il y a eu une pléthore de conneries sur la programmabilité de la monnaie avec la DeFi et les DeGen qui se sont mis autour de ça, le yield farming, le machin, bref, de la complète connerie, pas du tout dans le lien avec la réalité d'un modèle économique à l'échelle mondiale, mais bien des niches et de la spéculation effrénée. Derrière, on a vu la même chose sur le NFT. D'accord ? Donc des niches principalement basées sur de la niche artistique, c'est-à-dire je fais des jolis JPEG, etc. J'essaie de leur donner du sens, et puis je vends ça à une fortune, et le pire c'est qu'il y a des cons qui achètent. Donc évidemment, on a dit attention, toute révolution passe par cette phase stupide et dangereuse. Donc c'est même nécessaire en soi qu'un truc devienne stupide et dangereux. C'est le signe qu'on a une rupture et probablement l'apparition d'une nouvelle technologie. Donc, la DeFi DeGen et les débilos là, qui allaient chercher des rendements à 2 millions de pourcents ou je sais pas quoi, c'était le signe d'une énorme connerie. Ils ne comprenaient pas du tout les risques qu'ils prenaient, mais voilà. Et en attendant, c'est passé. Là, c'est la même chose. Des mecs qui ont quand même mis des millions dans des JPEG. Si ça, c'est pas débile, enfin voilà. Mais, encore une fois, ça a été suivi. Donc, malgré la débilité, il y a clairement ici des effets de réseau très importants qui traduisent, à mon avis, de l'apparition de nouvelles technologies. Donc, je me pose la question, maintenant qu'on a eu ça, donc on a eu store of value, on a eu transférabilité de la monnaie, on a eu derrière donc toute la partie decentralized finance qui a utilisé cette technologie, on a eu l'apparition du NFT, et on a eu donc la bulle de NFT, JPEG, conneries, etc., qui est donc la première utilisation stupide du NFT, et rassurez-vous, il y en aura plein d'autres, tout comme la DeFi, c'est très loin de se résumer au yield farming, ça ira bien plus loin que ça dans les applications réelles économiques de demain, et le NFT, bien sûr, ira bien plus loin que juste des JPEG, j'espère bien, enfin en tout cas je pense clairement que ce soit le cas. Donc la question que je me pose aujourd'hui, c'est maintenant qu'on a eu ces deux ruptures technologiques, quelle pourrait être la suivante ? Et c'est là où je me dis, ça c'est bon, on a compris, c'est principalement la programmabilité de la monnaie qui va intéresser ces acteurs-là, et effectivement, ils sauront probablement tirer profit aussi, dans certains domaines, de l'application du NFT, de l'identité particulièrement, de l'identification numérique d'actifs. Et puis là, je me dis, putain, mais il manque un gros truc quand même, un énorme truc encore aujourd'hui. Et c'est d'ailleurs toute la base de la question réglementaire, etc. Comment on identifie les comptes, KYC, machin, etc. Toutes ces conneries du genre. Et ça, là, vraiment hyper important, en fait. L'identité numérique. Est-ce que c'est pas ça la prochaine grosse rupture technologique qu'on va avoir ? Et surtout, ce qui m'intéresse, c'est quelle forme va avoir cette rupture technique. C'est pas faute de savoir en plus que des grands cerveaux de l'écosystème crypto pensent déjà à ces solutions depuis très très longtemps, pour ne pas le citer, encore le même Buterin, qui parle donc de ces modèles de représentation de l'identité et de l'individu pour pouvoir permettre des modèles de gouvernance derrière, ce qu'il appelle la quadratic voting, et ces trucs-là nécessitent absolument de contrôler sous une certaine forme, et donc sous une forme décentralisée, vu la version Ethereum, etc., l'identité. En fait, il n'y a pas de vote et de représentativité réelle tant qu'il n'y a pas d'identification infalsifiable des participants à ces votes. Et ça, c'est un point crucial. Et je pense qu'il n'y aura pas d'évolution de l'écosystème crypto vers ce modèle-là tant qu'on n'aura pas réussi de façon décentralisée à identifier les individus qui participent à ce système. Donc il y a un énorme truc à faire ici, mais énormissime. Et je pense que c'est là qu'on va trouver une nouvelle rupture technologique dans l'écosystème crypto, qui sera allouée, et à mon avis, à une pléthore de conneries derrière. Et je ne sais pas encore quelle forme la bêtise prendra, mais je sais déjà que ça deviendra débile et dangereux. Et pourquoi je vous en parle ce matin ? Parce qu'au réveil ce matin, dans mon fil Twitter, je tombe sur ça. Un tweet qui dit « C'est le plus gros volume journalier jamais enregistré sur ENS ». On appelle Ethereum Name Services.
Bon, pour faire simple, c'est ni plus ni moins qu'un exchange qui permet d'acheter des points Ethereum, tout comme on pourrait acheter un domaine.com, etc. Donc, je me dis, oh putain, ok, ça c'est le signe probablement que cette tendance commence et qu'elle pourrait effectivement, si elle trouve un relais, devenir débile, puis dangereuse. Donc, on va dire, ce matin, je vous en parle parce que j'ai ce retour d'information qui me semble effectivement plausible. De dire, aïe, je commence à voir des débuts de conneries. Et est-ce que cette connerie va avoir un relais dans les prochains jours? Si tel est le cas, eh ben, ce sera probablement la validation que ça se produit. Et que ça se produira encore une fois, putain, sur Ethereum. C'est quand même de dire que les effets de réseau sont quand même là-bas, malgré tout ce qu'on pourrait vouloir dire. Donc, si on va vers ce modèle de constitution de plus en plus de technologies qui permettront de résoudre le problème de l'identité décentralisée, eh bien, un des premiers métatypes qu'on pourrait avoir serait probablement donc cette recherche d'identité sur une adresse. Sous forme de ce truc-là, l'association d'un domaine à une adresse Ethereum, moi je pense que c'est débile, par exemple, d'acheter le domaine 8541.ethereum pour putain, quand même, 800 balles, quoi. C'est quand même incroyable. Mais encore une fois, c'est le signe d'une connerie. Je pense que des gens sont en train d'acheter des domaines pensant qu'il y a une énorme demande qui va arriver pour relier telle et telle identité à un truc comme ça. Je pense encore une fois que ce sont les balbutiements des technologies dont on a besoin pour demain. La question de l'identité décentralisée, ce n'est pas une question, c'est un point crucial du développement des blockchains, absolument nécessaire dans ce modèle de gouvernance, qu'on a vu de révolution totale du modèle de gouvernance. Donc j'ai l'impression que l'identité décentralisée, c'est une des thématiques centrales qui va arriver, et probablement la prochaine à créer une bulle débile qui risque de se constituer autour de l'identification des différents modèles, soit via une adresse, c'est-à-dire d'associer une forme d'identité à une adresse, sous quelle forme on va le faire, identité décentralisée, zero knowledge proof, etc., et comment les modèles de gouvernance vont utiliser ça. Dans la méthode, comme on l'a dit, peut-être quadratic voting, etc., et tout ça. Il y a différentes choses ici, mais clairement, dès que j'ai commencé à gratter, ne serait-ce que le sommet du terrier, du lapin blanc, bon voilà, il y a énormément de choses à faire. Je pense qu'Ethereum Net Services, c'est un énorme truc. Maintenant, j'achèterai clairement pas le token, je ne vais pas vous mentir, mais je pense qu'il y a énormément de choses à faire autour, encore une fois, de la probabilité assez importante que si c'est bien le prochain monde, ça va devenir très con. Autrement dit, les gens vont être prêts à payer une fortune pour des noms, etc., tout comme les gens étaient prêts à payer une putain de fortune en anticipant des demandes spéculatives autour de JPEG. Je pense que c'était une connerie le NFT. Quand on regardait ça de dehors, on trouvait ça débile. Mais je pense que ça va être débile également l'identification des adresses Ethereum et qu'il y aura probablement la même connerie sur les autres layer 1 alternatifs, etc. Mais la volonté d'identifier, de s'identifier à une adresse, sans nécessairement révéler qui on est, ou en tout cas de pouvoir contrôler partiellement la donnée qu'on veut transmettre. Donc le moyen le plus con, à mon avis, c'est celui-là, c'est de mettre son nom sur une adresse Ethereum. Bon, voilà, je pense que c'est la version la plus bête pour l'instant, mais qu'il va y avoir tout un tas de développements, à la fois stupides, mais tout aussi intéressants d'un point de vue technologique derrière pour les utilisations futures. Donc voilà la thématique dont je voulais vous parler aujourd'hui. À mon avis, l'identité numérique, c'est le fucking next big move après les NFT, et comment se positionner là-dessus, ça va être compliqué, mais en tout cas, c'est là qu'il faut regarder en ce moment, je pense. Il y a différents projets qui m'intéressent au possible, puisque celui-là, je le suis depuis très longtemps, soutenu évidemment par Monsieur Buterin One More Time, qui est donc Proof of Humanity, c'est-à-dire la volonté de fournir soi-même des données qui pourront être accessibles via des Zero Knowledge Proof. Bref, c'est clairement d'apporter votre identité à une adresse Ethereum et d'en obtenir derrière une gouvernance permissionnée, c'est-à-dire que vous pourrez autoriser l'accès à la vérification de telle ou telle information que vous avez fournie sans que l'information elle-même ne soit jamais publique. Et que tout ceci, évidemment, passe par votre adresse Ethereum. Donc, on fait attention encore une fois, mais ça me fait penser à beaucoup de systèmes existants, par exemple votre Apple ID, etc., qui est contrôlé par Apple, une entité complètement centrale, etc., etc. Donc là, si on passe sur un modèle donc décentralisé, etc., comme on l'a dit, ça peut être très très intéressant donc de se poser la question sous le prisme dont on a parlé, c'est-à-dire l'identité décentralisée, c'est la technologie qui permettra à l'identité de s'introduire dans les modèles numériques, et évidemment donc de comprendre que le principal lien, ça va être comment cette donnée sera collectée, utilisée et revendue derrière. Donc ces modèles-là, je pense que M. Buterin, qui est quand même encore une fois un des putains de génies de ce siècle,
vivant, c'est-à-dire j'espère que celui-là on le reconnaîtra avant qu'il meure quand même, bon il est encore jeune, donc il a le temps, mais voilà, je pense qu'il a déjà compris que c'est là que se situe la prochaine bataille, pour maintenir donc encore une fois un haut standard éthique dans ces modèles-là, puisque encore une fois on parle de gros sous, d'argent, d'effets de réseau, de stupidité, de manipulation, etc. Donc évidemment qu'il y aura des dérives, mais M. Buterin, évidemment ici, essaie de placer les standards intellectuels et éthiques les plus élevés possibles pour essayer d'obtenir, encore une fois, les technologies les plus efficientes possibles pour le monde de demain. Je rappelle encore une fois qu'on parle de trucs qui mettront des années à se mettre en place. Rappelez-vous la séquence. Okay, on est encore aujourd'hui en train de produire les technologies de demain. Et évidemment, il faudra à bout d'un moment, transitionner vers ce nouveau mode, vers une phase d'accélération très rapide. Je ne pense pas du tout qu'on soit encore là aujourd'hui, mais la production des techniques le nécessite. La préparation vers les techniques de demain sont absolument nécessaires pour que la transition puisse se produire. Bref, donc voilà ce que je voulais vous partager aujourd'hui, l'identité décentralisée sous toutes ses formes. Voilà le sujet vers lequel je m'intéresse le plus en plus en ce moment, et que j'étudie évidemment donc pour essayer de trouver des stratégies de trading. Les premiers retours positifs que je vois par la hausse d'activité sur certains secteurs plus ou moins liés à ça m'intéressent et me disent que oui, clairement, je commence à avoir les premiers retours positifs. Donc autant vous dire que je cherche activement des choses à faire dans cet environnement-là, et je vais suivre de très près les différentes tendances qui vont émerger. Il faut être encore une fois dans ces tendances, parce que je pense qu'elles ont une très forte probabilité de s'extrapoler dans le domaine de la connerie ultime, comme l'ont connu les NFT. Donc celui qui arrivera à se positionner rapidement dans cette tendance et qui sera au bon endroit pourra chercher des effets multiplicateurs fou furieux, ce qui veut donc également dire qu'il va falloir taper large, il ne faut pas tout miser sur un truc, et qu'encore une fois, il faudra y octroyer des parts relativement faibles du capital. Pour moi, aujourd'hui, la répartition du capital, c'est principalement là où on commence à identifier les demandes, là où il risque d'y avoir de la croissance organique. C'est là que la croissance en ratio risque-rendement est la plus intéressante d'un point de vue financier. C'est là que vous pouvez générer $1 de gain sans prendre $3 de risque. Alors qu'évidemment, à mon avis, parier sur des schémas de révolution, donc stupides, etc., c'est beaucoup plus risqué. Par contre, les rendements sont énormes, mais encore une fois, le risque l'est proportionnellement. La probabilité que vous aurez de trouver le secteur où va se produire la connerie, ça me semble encore une fois très, très, très spéculatif. Donc n'oubliez pas que vous pouvez très probablement pas trouver le cheval, essayez d'en trouver plusieurs, essayez de miser sur plusieurs, mais surtout des petites mises sur chacun d'entre eux, parce que si ça décolle, c'est des gros effets multiplicateurs. Voilà, maintenant vous savez tout, j'ai à peu près, je pense, terminé cette série. Il me reste à creuser évidemment donc cette identification des partisans des data collectors, data brokers et data utilisers. Est-ce que tout ça fera partie d'une seule et même entité? Mais ça me paraît encore une fois, même si l'identité est décentralisée, si le système en question est décentralisé sur le modèle Chainlink, ça me gênerait encore une fois qu'il y ait un token central dans ce truc-là. Donc je me pose toujours la question de quand est-ce qu'on va s'attaquer à ce truc-là. Pour l'instant, j'ai les premiers retours que c'est ici que l'action pourrait se produire, mais attention, ça ne veut pas dire que j'oublie ça nécessairement. Il faut vraiment faire attention à ce truc-là, c'est là qu'il y a les plus grosses marges à tirer. Donc celui-là, il ne faudra pas le rater. Pour ça que j'ai une forte exposition à Chainlink pour l'instant, à défaut d'avoir mieux à me mettre sous les dents. Mais ne pas oublier ça ici aussi, parce que nous avons clairement besoin de ça pour l'évolution du modèle de gouvernance. Okay, il nous faudra un modèle complet pour pouvoir transitionner. Je pense qu'on a très, 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 très fortement avancé sur le dernier semestre sur ce point de vue-là. On va dire plutôt sur l'année dernière et le dernier trimestre. Ici, il y a beaucoup de travail à faire à mon avis, mais là, il n'y a tout l'instant rien du tout. Donc je ne sais pas dans quel ordre ça va taper, mais je sais que c'est de ces deux gros facteurs-là qu'il faut clairement suivre aujourd'hui. Il y en a un des deux qui est le suivant. Je ne sais pas lequel c'est, mais celui qui arrive, il va être con, il va produire évidemment des dérives dans tous les sens, mais si vous pouvez en faire partie, il ne faudra pas hésiter. Voilà, salut.